Et cette interview de la compagne de Cédric Jubilard, recueillie par nos confrères du Parisien, qui apparaît comme un nouveau coup de théâtre. Ouvrez les guillemets, Cédric m'a dit avoir étranglé Delphine, sa petite amie, qui affirme donc avoir recueilli des aveux circonstanciés, des détails aussi sur les conditions de la disparition de Delphine Jubilard, comment elle aurait été tuée, où son corps aurait été caché, quel crédit accordé à ses aveux à 2 mois de l'ouverture du procès de Cédric Jubilard. On en parle avec nos invités. Bonsoir Perrine Rogier-Thubert, merci d'être avec nous, commandante de police spécialiste de l'identité judiciaire à la préfecture de police. Laurent Valdiguier est avec nous, bonsoir, journaliste d'investigation, consultant police-justice BFM TV. Mourad Batik, bonsoir, merci d'être avec nous, avocat de la famille de Delphine Jubilard, ainsi que Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Je commence avec vous Pauline, pour ceux qui ce soir dans cette émission prennent connaissance de cette interview, il faut dire assez ahurissante quand on la lit. Que faut-il retenir? Ce principal élément, cette compagne, nouvelle compagne qui dit j'ai recueilli des aveux circonstanciés de mon compagnon Cédric Jubilard. Oui, donc c'est une jeune femme de 31 ans qui a connu Cédric Jubilard après la disparition de sa femme et qui ensuite a organisé des parloirs en prison et qui est allée le voir à plusieurs reprises. Ce qu'elle raconte, c'est que lors d'un parloir, eh bien, il a dit à cette jeune femme avoir étranglé Delphine et il a même imité sur elle le geste qu'il a fait pour la tuer. C'est ce qu'elle raconte, hein, donc ce sont ses propos à elle. Il s'est placé dans mon dos, a-t-elle dit, il a placé une main sur mon front et il a fait une clé de coude avec l'autre bras disponible. Il m'a expliqué ensuite avoir ciré tellement longuement que ça aurait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. Et le légiste qui a vu le lendemain Cédric Jubilard a remarqué effectivement cette blessure et Cédric Jubilard lui aurait répondu qu'il s'était blessé en posant du parquet flottant. Bon, ça c'est pour le geste. Mais elle dit aussi d'autres choses. Elle dit que ça s'est fait, Cédric Jubilard lui aurait dit que ça s'était fait à l'intérieur de la maison, sans aucun bruit. Et là, il y a quelques contradictions avec les autres éléments dans le dossier, parce que par exemple, les voisins expliquent qu'ils ont entendu des cris d'épouvante, et le fils aussi, l'un des fils du couple, explique qu'il y a eu une violente dispute et qu'il a entendu des cris. Donc c'est le récit de cette jeune femme lors d'un parloir. Ce sont des éléments qui ont été remontés dans le dossier. Et ce soir, ce qui est intéressant, c'est que le parquet général, après la cour d'appel, il fait le lien et il dit que ça a été mis sur PV et que maintenant, c'est dans les mains de la présidente de la cour d'assises. Vous savez que Cédric Jubilard, il doit être jugé en septembre prochain. Eh bien, c'est à elle maintenant de décider ou pas de faire des nouvelles investigations et des nouvelles enquêtes. Maître Batik, qui est à côté de moi, avait déjà demandé des nouvelles enquêtes. On lui avait dit non. Est-ce que cette fois-ci, on va dire oui à cette demande-là? Ben, c'est tout l'enjeu. Et je vous donnerai la parole dans un instant, Maître Batik. Juste avant, et on va détailler tout ce qu'il y a dans cette interview. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur la façon dont ça se serait passé, où serait le corps. Là encore, c'est assez sidérant. Juste avant, Laurent Valdiguier, rapidement, quel crédit est-ce qu'on peut accorder à ce récit? D'abord sur le profil de cette compagne, et deuxièmement sur ce que dit aussi Cédric Jubilard, puisqu'il n'est pas à son coup d'essai quant à des choses qu'il aurait pu dire à un compagnon de cellule, avec des versions qui auraient varié. Il ne faut pas prendre ça pour parole d'évangile, si vous me permettez l'expression. En 2021, il y avait déjà eu un compagnon de cellule qui avait Marco, qui avait dit « il m'a dit où elle était ». C'était près d'une ferme qui avait brûlé. Il y avait eu des fouilles près de cette ferme qui avait brûlé. Ça n'avait rien donné. Là, c'est vrai que maintenant, on apprend ce soir par le parquet général que depuis le 14 mai, la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse a eu une information d'un ami de cette jeune femme qui est venu voir les gendarmes en leur disant voilà ce qu'elle m'a dit. À ce jour, je parle sous le contrôle de Mourad Batik, elle n'a pas été entendue par la justice. Non. Elle a fait une interview ce soir dans le Parisien. Pas encore. Alors, est-ce que la présidente de la cour d'assises va l'entendre avant? Est-ce que... Parce qu'en plus, on précise que l'instruction est close. Donc ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, il faut la rouvrir. Le dossier est entre les mains de la présidente de la cour d'assises. Ou est-ce qu'elle l'entendra à la barre? Est-ce qu'elle va considérer que le jour du procès, elle va demander à Cédric Jubilard, au fond, de réagir à cette interview? La balle est dans le camp de la présidente. Elle peut tout faire aujourd'hui. Maître Batik, je rappelle que vous êtes avocat de la famille de Delphine Jubilard. D'abord, votre réaction sur ces propos tenus par la nouvelle compagne. D'ailleurs, parenthèse, quand on dit nouvelle compagne, à la fin de l'interview, elle dit qu'elle ne lui parle plus. Et puis, on a eu plusieurs des compagnes depuis voilà, donc, là encore, il faut aussi faire preuve d'une forme de prudence sur cette formule, mais il n'empêche, votre réaction là-dessus, et est-ce que vous demandez effectivement qu'il y ait un supplément d'informations, qu'on rouvre l'instruction pour entendre tout de suite cette femme? Alors, ma réaction, elle est finalement de l'ordre
de la cohérence. On nous a expliqué depuis le début de ce dossier du côté de la défense que c'est un dossier vide, que c'est un dossier dans lequel il n'y a pas d'éléments, qu'il n'y a qu'un faisceau d'indices, qu'il n'y a pas de preuves et que Cédric Jubilard est parfaitement innocent. Vous conviendrez avec moi que c'est quand même tout à fait particulier, pour ne pas dire cocasse, que cet individu qui se dit innocent depuis le début de ce dossier va tour à tour expliquer à sa sœur qu'il a tué Delphine Jubilard, à un compagnon de cellule, Marco, qu'il a tué Delphine Jubilard. Un autre compagnon de cellule va entendre la même chose, ça fait 3. Séverine, son ancienne petite amie, à qui il va expliquer qu'il a tué Delphine Jubilard. Et maintenant, celle que l'on appelle Justine, dans l'article du Parisien, à qui il va expliquer encore qu'il a tué Delphine Jubilard. C'est une attitude tout de même qui est questionnable, hautement questionnable pour cet individu qui encore aujourd'hui se dit parfaitement innocent et étranger à la disparition de Delphine. Donc oui, évidemment, on va demander à la présidente de la cour d'assises un supplément d'information. Donc avant l'ouverture du procès. Avant l'ouverture, on a 2 mois. Elle a largement la possibilité, cette présidente, de procéder à l'audition de cette Justine, aux fouilles, puisqu'on commence à avoir un endroit qui est indiqué par Cédric Jubilard. Alors sur la fouille, je ne me fais pas trop d'illusions, puisque depuis le début du dossier, c'est un individu qui souffle le chaud et le froid, qui explique où est le corps en donnant des endroits tout à fait contradictoires. Et donc on sent bien qu'il y a quelque chose de presque jubilatoire, sans mauvais jeu de mots. Il s'amuse de cette instruction, il s'amuse de ces actes d'enquête. Et donc, quelque part, il ne faut pas que l'on soit des jouets et il ne faut pas que l'on soit des instruments, puisqu'on sait dans le dossier que c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime jouer, qui est un joueur de poker. Et donc, on a le sentiment que jusqu'au bout, jusqu'à la fin du procès, il s'amusera, il se délectera de cette maîtrise du temps. Aujourd'hui, c'est lui le maître du temps. Il faut que la présidente de la cour d'assises mette un court d'arrêt à cela, qu'elle auditionne celle qui se présente comme Justine, comme sa nouvelle petite amie, et que l'on puisse trier le grain de livret. Perrine Rogier-Thubert, la disparition de Delphine Jubilard, elle date de décembre 2020, et on parlait des détails qui sont donnés par cette compagne. Non seulement sur les conditions de la mort de Delphine, il m'a dit avoir étranglé Delphine et a même effectivement imité sur moi le geste. Cédric m'a dit que tout s'était passé à l'intérieur de la maison, dans le salon, sans un bruit quasiment. Quant au corps de Delphine Jubilard, il m'a expliqué avoir caché le corps de Delphine sur une exploitation agricole. Il m'a dit aussi que c'était un endroit loufoque. Voilà les termes utilisés visiblement par Cédric Jubilard, rapportés à sa nouvelle compagne. On est donc un peu moins de 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard. Vous qui avez l'habitude, spécialiste de la police, de police scientifique, admettons que les enquêteurs réussissent à trouver l'endroit. On peut encore trouver des éléments 5 ans après en police scientifique. Oui, si jamais le corps est retrouvé, on pourra retrouver des éléments sur le corps, mais pas lors de la découverte du corps, plutôt à l'autopsie, voire à l'issue, lors des prélèvements anatomopathologiques. Après, quant à la crédibilité de ce qui serait dit, c'est crédible. C'est tout simplement un étranglement au bras. Alors, on évoque une clé de coude, mais c'est un étranglement au bras. Effectivement, c'est une mort qui est silencieuse, donc qui vient un peu en contradiction avec les cris qui auraient été entendus par les voisins, sauf si cela a été précédé d'une dispute. C'est ce qu'on appelle une mort sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épanchement sanguin. Il n'y a pas eu de sang, d'ailleurs, qui a été retrouvé au domicile, effectivement. Pas d'armes non plus. Pas d'armes, donc. Et cette petite blessure sur l'avant-bras dont il parle, c'est plausible. À quoi ça peut correspondre ? Alors pour moi, cette blessure, lorsqu'il y a un étranglement au bras, il n'y a pas de raison que l'auteur se blesse, mais il peut être blessé par la victime qui se défend, soit par une morsure qu'elle va effectuer avec sa bouche sur le bras, soit si elle a les mains libres, elle va essayer de se défendre en griffant, en essayant d'enlever le bras qui maintient son coup. Parce qu'un étranglement au bras va entraîner 2 choses, un étranglement sanguin et respiratoire. C'est-à-dire que la victime, très vite, va perdre connaissance. Et ensuite, elle n'aura plus, l'arbre respiratoire est touché, elle perd connaissance et elle décède. Donc très rapidement alors. Alors, c'est toujours difficile de donner ce qu'on appelle le délai de survivance. Quand une personne perd connaissance, c'est difficile de savoir combien de temps elle a pu survivre avant le décès. Mais une personne qui perd connaissance, c'est une personne qui peut plus s'exprimer, qui peut plus se défendre. Bien sûr. Donc,
pour l'auteur, le crédit qu'on peut accorder quand même à cette déclaration, il est quand même important puisqu'elle rentre dans des micro-détails qu'il lui a forcément dit. Hein. On a des détails. C'est très circonstancié. C'est très circonstancié, que ce soit la date, le jour du déconfinement, que ce soit sur cette petite blessure à l'avant-bras qui effectivement existe en procédure, mais qui n'est pas un élément que l'on retrouve dans la presse. Enfin, vous voyez, il y a des détails qui ont été donnés, qui sont, et on va expliquer. Il va dire, moi, j'ai expliqué que je me suis fait ça en faisant du parquet. C'est ce que j'ai dit, en tout cas, aux policiers. Donc, ces déclarations, elles sont quand même très circonstanciées. Juste avant de voir avec vous, Pauline Revenat, les éléments non seulement sur l'éventuelle localisation où le corps aurait été enterré, et aussi, puisque ça fait partie des informations sur ce qu'aurait dit Cédric Jubilard pour justifier son geste. Juste, Laurent Valdiguier, sur la personnalité de Cédric Jubilard, est-ce que l'on en sait ? Et on sait que dans un procès aux assises, on attache particulièrement d'importance à la personnalité. Visiblement, Cédric Jubilard dépeint comme quelqu'un de manipulateur. Donc, sans, là encore, prendre parti sur la crédibilité ou non de ce qui a été dit, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Oui, c'est ce que je trouve le plus contradictoire avec le dossier dans ce témoignage d'aujourd'hui, c'est qu'elle explique que Cédric Jubilard lui a dit que c'était prémédité de longue date et qu'il n'a pas du tout vrillé, c'est son expression, qu'il n'a pas vrillé ce soir-là. Or, tout le dossier démontre que dans les dernières 48 heures, la vie de Delphine Jubilard était en train de basculer parce que son amant, avec lequel elle était depuis le mois de juillet, avait décidé de quitter sa vie pour la rejoindre. Et on voit bien que même la dernière journée, Delphine Jubilard, elle interdit le compte bancaire, elle est en train de refaire sa vie. Et elle est prête à s'envoler, disons. Elle est prête à s'envoler. Voilà. Et elle est très heureuse, Delphine Jubilard. Et on voit bien que lui, il réalise ce soir-là, ou en tout cas il réalise dans ces 24 heures, que sa femme va le quitter. Et qu'au fond, sa vie s'effondre. Et c'est vrai que là, il explique quelque chose de totalement différent à sa petite amie. Mais comme disait Maître Batik, à la fois tout ça, ce soir, tant qu'on n'a pas le corps de Delphine, à la fois ça change rien, à la fois ça changera tout à l'audience. Parce qu'imaginez, Benjamin, l'effet d'audience, ce jour-là, du témoignage à la barre de la cour d'assises de cette jeune femme, qui sera pour les jurés, à qui on demande, les jurés, on ne demande qu'une seule chose. Intime conviction. Ne leur demande qu'une seule chose, votre intime conviction. Ce témoignage est de nature à leur forger une intime conviction irrémédiable en réalité. Pauline Revenat, sur ce qui est dit, ou du moins répété par cette compagne, retranscrit, vous avez raison, il faut toujours préciser, sur la localisation présumé du corps de Delphine Jubilard. Tant qu'ils fouilleront vers le nord, ils ne trouveront rien. Voilà, non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce papier, en fait, et dans cette interview, eh bien, cette jeune femme, elle cite, sans le nommer, cet individu qui est à ma gauche, puisque lorsqu'elle dit, lorsqu'une demande d'acte a été faite par un avocat au mois de mai, il s'agit de Maître Batik pour fouiller un endroit où son téléphone a été géolocalisé. Et Cédric Jubilard lui a répondu, il n'y a rien à craindre. Il a dit, tant qu'ils fouillent dans le nord, ils ne trouveront rien. Et là, elle ajoute, le lieu est situé au sud d'Albi, à une quinzaine de minutes de route, à une quinzaine de kilomètres de Cognac. Ça revient à peu près au même, mais j'ai un doute là-dessus. Donc elle n'est pas en mesure de fournir un lieu précis. Mais là où je vous rejoins, c'est que je trouve que c'est encore plus détaillé qu'avant et encore plus circonstancié. Donc ça mérite quand même qu'on aille refermer des portes au moins. Mais Maître Batik, sur là, ces détails géographiques donnés, il y a des zones qui n'ont pas été suffisamment fouillées, parce que ça fait quand même une enquête qui a duré quasiment 5 ans, des policiers qui ont été mobilisés, qui continuent de l'être. Ça, c'est assez étonnant d'avoir des choses comme ça qui émergent 2 mois avant l'ouverture du procès aux assises. Les magistrats instructeurs qui ont eu à instruire ce dossier ont fait un travail considérable avec les enquêteurs, avec les gendarmes. Ils ont très bien travaillé, ils ont très bien bossé. Alors vous allez me dire, mais si on a très bien bossé et qu'on a fait tous les actes qu'il y avait à faire, pourquoi on ne retrouve pas le corps ? Eh bien parce qu'on est à Cagnac-les-Mines. Comme son nom l'indique, ce n'est pas un champ plat. Il y a des mines, il y a des crevasses, il y a des galeries. Enfin, il faut se rendre sur place pour comprendre que c'est très facile de planquer un corps là-bas sans jamais pouvoir remettre la main dessus. Et quand vous avez quelqu'un qui connaît bien la région, qui connaît bien le secteur, qui se balade avec son chien quotidiennement, qui arpente les forêts, les bois, et qui peut-être
avait cette idée en tête, eh bien, on peut trouver l'endroit idéal. Je ne crois pas que le crime parfait existe, mais en revanche, la cachette idéale, peut-être qu'elle existe. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, à mon sens, on ne retrouve toujours pas le corps de Delphine. Maintenant, sur les indications qu'il donne à Marco, à Séverine, aujourd'hui à cette nouvelle petite amie, eh bien, je crois que c'est un jeu. Je crois qu'aujourd'hui, il nous regarde à travers le poste de télévision qu'il y a dans sa cellule, et je crois qu'il aime bien jouer à ce jeu. Vous savez, quand on était petit, on jouait à chaud-froid, on se rapproche, on s'éloigne. Eh bien, je crois que il est encore aujourd'hui le maître du temps. Et mais c'est son caractère, des éléments du dossier. C'est un manipulateur. Oui, mais ce que je dis, ça n'est pas un l'emporte-pièce. C'est basé sur le dossier. C'est un joueur de poker. C'est quelqu'un qui aime jouer en ligne, qui aime la stratégie, qui aime être le maître du temps. Et je crois qu'il va continuer à être ce maître du temps jusqu'à l'audience. Jusqu'au 22 septembre, en fait. Ouais, voilà. À minima, jusqu'au 22 septembre. C'est quand même un peu incohérent de jouer avec la mémoire de sa femme quand on prétend ne pas l'avoir tuée. Je souscris parfaitement à cette analyse. Perrine Rogier-Thubert, avec votre expérience d'enquêtrice, de spécialiste de police scientifique, cette interview, cette effectivement multiplicité de versions données par Cédric Jubilard, c'est quand même quelque chose, quand on lit cette interview, c'est totalement ahurissant. Alors, c'est d'autant plus ahurissant que c'est plutôt quelqu'un qui, depuis quelques années, quand même, est dans un self-control, une maîtrise. Ouais. Donc, est-ce qu'effectivement, il fait ça pour faire le buzz ou je serais étonnée qu'il commence un petit peu à avouer les choses à 2 mois du procès. Maintenant, il n'y a pas besoin d'un corps pour être jugé non plus. En procès on a déjà eu d'autres cas. Oui, il y a déjà eu sans corps, mais oui, j'avoue que je suis un petit peu étonnée. Après, moi, je me base juste sur la crédibilité, en fait, on va dire thanatologique et criminologique de ce qu'il avance. Oui, c'est tout à fait crédible. Pauline Revenard, sur le récit de la soirée, où, effectivement, c'est ce que vous disiez, Laurent Valdiguier, tout à l'heure, d'après ce qu'il m'a dit, il n'a pas du tout vrillé en voyant les messages que Delphine recevait de la part de son amant, mais ouvrez les guillemets, il m'a parlé du conflit qu'il avait avec Delphine au sujet de la maison et de la garde des enfants. Oui, donc c'est quand même, il vrille pas sur le moment à cause de messages, mais enfin, là, ce qui est dit sur le motif... présumé, là encore... C'est la séparation qui se dessine. C'est la séparation. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle rajoute, il m'a expliqué avoir en tête cette date du 15 décembre depuis un moment. Depuis un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire préméditation. Ça veut dire que c'est pas... À cause du déconfinement. Oui. Et avec même, pardonnez-moi Pauline, une précision assez sordide sur ce qu'ils allaient regarder à la télévision le soir. La France a un incroyable talent. Oui. Donc c'était un alibi parfait, lui dit-il. J'ai pas bien compris, parce que peut-être qu'il allait mettre les enfants à contribution, qui aurait dit, ce soir-là, on a regardé avec papa et maman cette émission. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ça, je pense. Bon, et sauf que ça colle pas vraiment. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette date, il l'a en tête depuis longtemps. Donc moi, je trouve que sur le plan purement judiciaire, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est prémédité. Ça veut dire que, si on en croit ce que dit cette interview, il l'a caché dans un lieu qu'il avait déjà signalé, qu'il avait déjà repéré avant. Il aurait peut-être même pu creuser ce trou. C'est ce qui se dit dans l'interview. Mais on n'a jamais eu autant de détails. Il aurait préparé ce trou avec une pioche. Enfin voilà, un mois avant. Voilà, et on sait que c'est quelqu'un de manuel. On sait que c'est quelqu'un qui bosse dans les métiers du bâtiment. Donc cette version, elle est hautement crédible. Mais qu'est-ce que ça change sur le chef d'accusation? C'est que c'est pas la même chose. Non, on passe en assassinat, et là c'est plus tout à fait la même chose. C'est la raison pour laquelle il faut que la présidente de la cour d'assises se saisisse de ces nouveaux éléments, et que dans l'arbitrage des plannings, et je comprends que ce soit extrêmement compliqué, et de la réalité juridique et judiciaire, il faut que l'on arbitre sur peut-être cette nouvelle qualification d'assassinat. Laurent Valdiguier, un mot pour terminer sur la singularité aussi de cette personne qui fait une interview, qui a recueilli ça au parloir, qui est une nouvelle compagne, mais qui termine l'interview en disant je suis pas sûr d'avoir envie de continuer à lui parler, et qui même à un moment donné... Non, elle le voit plus d'ailleurs. Qu'elle ne le voit plus, et avec cet échange où elle s'imagine aussi, elle, éventuellement, prenant le risque de subir le même sort que Delphine Jubilard. Les psys appellent ça le syndrome Bonnie and Clyde. Oui. Vous savez que Nordal Lelandais attend un enfant d'une compagne qu'il a connue en prison et avec laquelle il a fait un enfant au parloir. Bon. Elle est tombée amoureuse de Cédric Jubilard par Internet d'abord, puis au parloir de la prison
de Saïs, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et dans certaines centrales, fréquent. il y a des monceaux de lettres qui sont envoyés à des centaines de détenus, et les plus médiatiques. Et Monique Olivier Voilà. fait la connaissance de Michel Fourniret à la prison de Fleury-Mérogis. C'est ce qu'il lui propose dans l'interview. Il lui dit je veux que l'on soit Bonnie and Clyde et je veux que tu sois ma Clyde. C'est assez Ma Bonnie. fréquent. Alors Oui, là, et elle veut tout pas. ça, c'est rendez-vous à la barre de la cour d'assises. Exactement. Alors Cédric Jubilard, il a de très bons avocats. Et il faudra surveiller les bons avocats de Cédric Jubilard après l'audition de cette jeune femme, parce qu'ils auront le choix de se taire en disant pas de questions, Monsieur le Président, ce qu'on fait en général, ce que font les avocats en général quand ils ne s'attaquent pas à un témoin tellement il est dangereux pour leur client, ou ils essaieront de démolir ce témoignage. Et en fonction, les jurés, dans le recueillement de leur conscience, comme dit la loi, se feront une intime conviction. Pauline Revenat, ça va être un procès Passionnant. passionnant, dantesque, compte tenu de ces incertitudes, l'absence de corps, Ça va être un combat. le fait que je vais juste au bout de ma question. Allez-y, Le fait que Cédric Jubilard continue de nier malgré ces éléments-là, c'est-à-dire que ça fait partie aussi, c'est ce mystère des assises. Il peut y avoir à un moment donné l'apparition de quelque chose, comme à la fin, on peut ne pas être spécialement plus avancé qu'on ne l'est aujourd'hui. Exactement, c'est la magie de la cour d'assises. Ça commence le 22 septembre à Albi, ça dure 4 semaines. Cet individu défendra la famille Jubilard. Effectivement, Cédric Jubilard est défendu par d'excellents avocats et la bataille s'annonce féroce. Merci beaucoup, Mourad Batik, Pauline Revenat, Laurent Vadiguier, Perrine Roger-Tubert d'être venus ce soir